2020. Nous avons 20 ans ou presque. Nous sommes la génération née en 2000, celle de tous les espoirs, de tous les rêves. 20 ans, l'âge de toutes les libertés, de tous les amours, de toutes les illusions, du rêve de vivre un monde meilleur, s'émanciper, voler enfin de nos propres ailes. 20 ans, nous attendions cet âge avec impatience. Nous y sommes enfin. Puis le confinement arriva. Incroyable paradoxe que de se retrouver enfermés chez nous à l'âge où nous nous imaginions enfin découvrir le monde, confronter notre amour de la vie au monde entier. Cette prison dorée nous a confrontés à nous-mêmes, nous a obligés à réfléchir sur nous, les autres, nos chances, nos malchances, vivre en France en 2020 et ses paradoxes. Mais on ne s'est pas laissé abattre. 2 mois à devoir rester chez nous. N'était-ce pas la bonne occasion pour réfléchir sur notre monde, sur ce qu'on voulait pour notre futur? Est-ce qu'on peut réellement continuer comme ça? Si nous sommes le futur, à nous de prendre ce monde en main. Alors nous nous sommes retroussés les manches et avons décidé d'aller au contact d'initiatives locales qui proposent de vraies solutions pour améliorer le monde de demain. Et ces recherches, nous voulions les partager au plus grand nombre, par le biais de ce documentaire. Le premier sujet auquel nous avons pensé, c'est l'éducation. Évidemment, les établissements scolaires avaient fermé pendant le confinement. Pour nous, c'était cours à domicile ou en autonomie, comme on pouvait. On s'est rendu compte que notre système éducatif ne nous a jamais appris à être vraiment autonomes, qu'il nous faisait absorber une énorme quantité de savoir, mais qu'il ne nous apprenait pas à l'acquérir par nous-mêmes. Dans ce cadre, comment l'école peut-elle former les citoyens de demain, autonomes et porteurs de solutions nouvelles que nous sommes appelés à devenir? En quoi consistent les éclaireurs et éclaireuses de France? Les éclaireuses et éclaireurs de France, c'est un mouvement de scoutisme laïque, mixte et sans uniforme qui voit le scoutisme comme une méthode éducative active qui permet à des jeunes et des adultes de progresser individuellement dans un cadre collectif. Et quelles sont les valeurs défendues par l'association? Nous défendons les valeurs de l'éco-citoyenneté, de la solidarité, de la coéducation, de la laïcité et de la solidarité. D'accord. Et quelles sont les activités qui sont proposées aux jeunes? Alors, dans le cadre de nos activités, nous proposons des activités de vivre ensemble. Nous proposons également des activités de vie en pleine nature, donc apprendre à vivre avec les éléments naturels, s'en servir, les respecter et construire tout notre programme d'activités autour de cela. Et puis aussi à travers des jeux, de l'imaginaire, des actions solidaires, voilà, nous allons mener une grande variété d'activités et qui peuvent être aussi des activités sportives ou d'activités, encore une fois, de plein air, randonnée, bivouac, escalade, canoë ou des choses comme ça. Ok. Et on entend souvent parler d'éducation populaire. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est quoi pour vous l'éducation populaire? Notre association a plusieurs labels. Elle a le label complémentaire de l'éducation nationale, d'utilité publique, et elle a le label éducation populaire. C'est le seul mouvement de scoutisme qui a ces 2 labels-là, scoutisme et éducation populaire. Éducation populaire parce que notre mouvement utilise les méthodes de l'éducation populaire qui permettent aux jeunes d'expérimenter en fait par eux-mêmes le vivre ensemble ou les différentes actions qu'on peut mener à travers eux, avec notre spécificité qui est le scoutisme, donc c'est la vie en plein air. Est-ce que tu dirais que l'enseignement que vous apportez aux jeunes dans ce contexte-là, c'est complémentaire de l'enseignement à l'école? Comme je le disais tout à l'heure, on a effectivement ce label complémentaire de l'éducation nationale. Complémentaire puisque ici les enfants ne vont pas apprendre le savoir universitaire, ils vont apprendre le savoir vivre, ils vont apprendre l'autonomie, la débrouillardise, le vivre ensemble, ils vont apprendre à réparer leurs vêtements, ils vont apprendre à cuisiner, ils vont apprendre à faire la vaisselle, toutes ces choses du quotidien qui fait que c'est bien complémentaire de ce qui se passe à l'école où c'est le savoir scolaire qui est transmis alors que nous on essaye de transmettre du savoir vivre. D'accord. Et tu as parlé de la valeur d'éco-citoyenneté. On voit aussi le cadre ici très naturel. En quoi la partie nature, environnement est si importante? Quelle est sa place?
quand tu fais du scoutisme, l'une des valeurs, c'est vivre en harmonie avec la nature. Et donc, dans le fait de vivre en harmonie avec la nature, c'est être éco-citoyen, c'est être un citoyen acteur de la protection de l'environnement. Et donc, on mène nos activités en ce sens-là, en se disant, on va avoir des jeunes qui vont venir dans un espace ici naturel. Mais comment est-ce qu'on le respecte? Comment est-ce qu'on peut vivre ensemble? Et comment est-ce qu'on peut être, du coup, nous aussi, acteurs dans notre quotidien quand on quitte ce terrain d'aventure? Et est-ce que tu penses que les actions menées par des associations telles que les éclaireuses et les éclaireurs de France devraient être plus généralisées, plus valorisées? Mon souhait, c'est que chaque jeune puisse, à un moment donné, dans son parcours, découvrir ce que c'est l'aventure du scoutisme. Que ça lui plaise, que ça ne lui plaise pas, ce n'est pas le plus important, mais qu'il puisse découvrir ça et qu'il puisse acquérir toutes les choses qui vont lui permettre demain d'être un citoyen actif et conscient du monde qui l'entoure. Sur les retours qu'on a d'anciens qui ont participé à nos activités, certains se sont orientés vers des métiers de l'animation, du social, de la formation, donc tout ce qui va être dans la transmission. D'autres se sont engagés sur des métiers proches de l'environnement, la défense de l'environnement, y compris quand on fait de l'ingénierie. Ils ont plutôt pris des voies qui étaient ingénierie des eaux, des forêts, des choses comme ça, qui leur permettent en fait de continuer à vivre et à partager ces valeurs par leur métier sans être forcément encadrant bénévole de l'association, mais dans leur quotidien. Du coup, j'y pensais, c'est que personnellement, je n'ai pas fait mes années de scoutisme où je suis venue à l'âge de 6 ans et j'ai fait toutes mes branches. Je suis venue à 17 ans et du coup, j'y suis venue comme ça un peu comme une fleur et en fait, j'ai tout de suite accroché, j'ai tout de suite adhéré aux valeurs. Et je pense qu'à n'importe quel âge, faire du scoutisme, ça ouvre une fenêtre, enfin, ça nous réveille quelque chose entre nous et ça permet de faire des liens, de découvrir aussi, parce qu'on n'a pas aussi témoigné de la coéducation entre enfants et adultes qui est énorme, parce que là je ne savais pas faire un feu du tout et c'est les enfants qui m'ont appris à comment on faisait ou comment on faisait une table à feu et voilà, c'est juste une belle aventure. Cette crise sanitaire qu'on a traversée cette année en 2020, elle a une origine écologique. Et il ne faut pas se tromper sur les enjeux de demain. Les enjeux de demain, ce n'est pas de tuer tous les pangolins pour s'assurer qu'il n'y ait pas de pandémie ou de faire 10 000 vaccins. Les enjeux de demain vont être de restaurer l'équilibre naturel pour qu'on puisse vivre en harmonie avec l'environnement qui nous entoure. Et je ne suis pas nécessairement pour qu'on revienne vivre au XVIIIe siècle. J'ai bien conscience que la technologie aussi peut nous aider à avancer là-dessus. On associe souvent la jeunesse avec les nouvelles technologies, sûrement parce que pour nous, elles ne sont pas si nouvelles. Nous pensons sincèrement qu'elles peuvent être au centre d'une transition vers un monde éthique et durable. On voit souvent dans les médias émerger de nouvelles solutions, parfois révolutionnaires, mais sans pouvoir constater les applications concrètes sur le terrain. C'est pourquoi nous sommes allés à la rencontre de Benjamin, qui a décidé de rendre sa maison autosuffisante. Je m'appelle Benjamin, j'ai 38 ans. Ça fait à peu près 7 ans que je vis ici et c'est ce lieu-là qui m'a amené à toute cette transition, qui m'a inspiré. Avant, j'étais comme beaucoup de gens dans le système, dans le productivisme. Voilà, j'étais gestionnaire de patrimoine immobilier, donc gestion, location, syndic. Et au bout de 10 ou 11 ans, j'ai eu la possibilité de faire l'acquisition de ce terrain-là, moyennant, imposant quelque part la vente de ma société que j'avais avant pour pouvoir acquérir ce bien. Et je l'ai fait sans hésiter, pour changer de vie, littéralement, complètement. Mais comment tu passes de quelqu'un qui est un consommateur et tout à un autre choix de vie? Déjà, je pense qu'il faut reprendre du départ, c'est l'enfance. En fait, j'ai eu une enfance en zone périurbaine, donc ici, à Corny-sur-Moselle, donc tu vois bien, on est à 15 km de la ville, avec des grands-parents qui, comme
pour les gens de notre génération, nos grands-parents qui aujourd'hui, pour ceux qui sont encore là, ont 80, 90 ans. Et c'est des générations qui faisaient encore leur carré potager, leurs pommes de terre, leurs cerises, leurs maquereaux, leurs framboises, enfin un petit peu tout. Et donc forcément, on a grandi un peu là-dedans. Ensuite, tu rentres dans la vie active parce qu'il faut, hein, la société nous amène à ça, et puis on n'a pas encore le recul justement. On se dit que la solution, la vérité c'est ça, apparemment c'est ça, donc on nous le dit. Et puis bon, on avance comme ça dans la vie active, et puis à un moment donné, à 30 balais, tu relèves la tête, et puis tu fais un peu le bilan. Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que je devrais faire. Et tu as ce rappel de ton enfance qui revient. Et puis tes 10, 12 années là, d'activité professionnelle, dans lesquels tu as pu avoir un regard aussi sur la société, un regard différent, parce que tu mûris aussi pendant toutes ces années-là. Donc tout ça fait un petit cocktail qui mûrit, puis un beau jour, tu fais le choix, ou non, hein, moi je l'ai fait, il y en a qui ne le font pas, de changer radicalement de vie, mais sans tomber dans la contrainte non plus. Essayer de trouver son équilibre en fait. L'idée c'est pas de retourner au Moyen-Âge, hein, c'est pas ça l'objectif, c'est d'utiliser en conscience. Je crois que c'est vraiment le terme. D'être responsable dans son utilisation de l'énergie. Et ça fait combien de temps maintenant que tu as commencé ce nouveau mode de vie? Ça fait 7 ans. 7 ans, ok. 7 ans, ouais. Mais on va dire que ça fait 3 ans que c'est vraiment... que ça roule, quoi. Ça roule parce qu'il y a toute une mise en place. Et par quoi tu as commencé, toi, ici? Genre, c'était quoi ton premier chantier? Potager. Potager direct? Potager, Ok. Potager parce que l'autonomie énergétique de la maison, ça représentait un coût. J'avais pas cet argent-là au départ, donc j'ai auto-construit certaines choses, mais qui n'étaient pas très pérennes, on va dire. Et donc pour moi, l'objectif, c'était surtout déjà de se nourrir, de travailler pour me nourrir, et pas pour m'acheter à manger. Et du coup, après, c'était quoi le deuxième chantier après le potager? Pour toi, qu'est-ce qui était essentiel pour... Après l'autonomie alimentaire, c'était l'autonomie énergétique. Oui. Forcément, ça va de pair. Donc il y a 16 panneaux photovoltaïques de 300 watts posés dans le jardin là-bas et en expo plein sud pour optimiser la production. Donc cette énergie est stockée dans les batteries et ensuite en passant donc, par un convertisseur, un onduleur, etc. Donc c'est branché directement sur mon alimentation principale de la maison. Donc en gros, il y a 2 ans, j'ai appelé donc, l'usine d'électricité de Metz, notre fournisseur d'énergie, hein, EDF, quoi, en leur demandant de bien vouloir venir m'enlever mon compteur. Et stopper mon abonnement et m'enlever mon compteur. Et là, ils m'ont dit, mais vous déménagez? Je dis, non, non. Ah, vous vendez votre maison alors peut-être? Je dis, bah non, je viens de vous dire que non. J'ai écouté, j'ai juste plus besoin de vous. Et là, l'opérateur que j'avais au téléphone était complètement... il était étonné d'avoir une réponse comme ça. Il me dit, mais attendez... Et en fait, c'est lui qui a voulu assister au débranchement du compteur parce qu'il était intéressé aussi par ça, de voir un peu... et oui, ça fonctionne. Donc aujourd'hui, j'ai plus de raccordement au gaz ni à l'électricité, quoi. Et voilà, alors bien sûr, ça représente un coût, mais c'est pas quelque chose d'énorme. Il y a un retour sur investissement, parce qu'on le calcule évidemment. Chez moi, j'ai un retour sur investissement en 10 ans, 10-12 ans. Mais c'est pas un retour sur investissement. Ce calcul-là n'est pas, n'est pas fiable à 100% parce que je vous ai expliqué qu'on sait aujourd'hui, l'énergie, le coût de l'énergie a déjà pris plus de 40%, 47% je crois, sur les 10 dernières années, à coût de 3% par trimestre, 2% par là. Et ça va continuer à évoluer, on s'attend encore 25% de hausse du coût de l'énergie. Donc ce calcul de retour sur investissement, il est faussé parce que le coût de l'énergie va augmenter. Donc en réalité, le retour sur investissement va être réduit. Mais j'ai fait ce calcul-là, mais en réalité, l'idée c'était surtout d'accéder à cette tranquillité, cette autonomie énergétique qui te permet de vivre, qui t'impose de vivre en fait en communion et en relation directe avec les éléments. En fait. Tu consommes l'énergie beaucoup plus en conscience. Et donc du coup tu vis avec les éléments en fait. Et c'est ça qui est le plus riche dans cette expérience, c'est ça, quoi. Après, bien sûr, hein, quand tu ouvres ta boîte aux lettres et que tu n'as pas une facture, tu es content aussi, mais c'est pas l'objectif premier. Et aussi au niveau de l'eau. Alors tu as un étang et qu'est-ce que tu... Voilà, alors j'ai la chance d'avoir un étang. Si ça n'avait pas été le cas, j'aurais collecté mes eaux de pluie et mis une cuve bétonnée ou enterrée en tout cas, pour pouvoir stocker mes eaux de pluie. Et puis les restituer ensuite dans la maison pour l'électroménager, etc. Voilà, donc j'ai un système je capte l'eau là dans un puits
une petite pompe immergée qui fonctionne avec l'énergie solaire aussi, hein, forcément, qui me pousse donc l'eau dans la maison et qui alimente donc mes toilettes, parce que je ne suis pas en toilette sèche encore. Et je ne sais pas si je le ferai dans cette maison-là, mais ici il y a un projet d'écolieu quand même, et donc il y aura des petites constructions qui vont naître, et là on sera sur des toilettes sèches, etc. Donc voilà, j'utilise quand même l'eau de l'étang pour un paquet d'utilisation dans la maison. Comment tu gères ta production d'électricité, d'eau, tout ça? Là, je sais qu'il y a une application. Oui, j'ai une application, ça me permet en fait, sur mon bon vieux smartphone d'occasion là, j'ai une application qui me permet donc de consulter la production électrique de mes panneaux. Vous voyez là, bon là on a une belle éclaircie. Bon, de toute façon donc l'énergie produite par les panneaux est stockée dans des batteries dont je parlais tout à l'heure, les batteries plomb, qui sont recyclables à 97 ou 98% aujourd'hui. Hein, donc c'est clair, hein, toutes les personnes qui pensent que les batteries au plomb c'est polluant, non. Aujourd'hui, les calculs ont été faits. Une batterie ou comme un panneau photovoltaïque, leur impact environnemental à la fabrication est amorti en 2 ans d'utilisation. Donc, quelque part, c'est un équilibre qui va bien, quoi. Du coup, quels sont les avantages et les inconvénients de ce mode de vie? Oui, alors, je crois qu'il y a que des avantages. On ne peut pas appeler ça des inconvénients pour l'autre partie. C'est plus c'est pas non plus des efforts à faire. C'est simplement un changement d'habitude. Voilà. Et tu penses participer à un effort collectif ou c'est un effort personnel, philosophique En termes de production d'énergie, forcément, je ne participe pas à l'effort collectif. Parce que ce que je produis, je le garde. Après, c'est l'effort collectif du sens à penser à la planète. Oui, des générations futures, oui, mais clairement, de ton futur à toi, du futur de... Clairement, je sais qu'en adoptant ce mode de vie-là, et ici c'est un lieu qui est vivant, il y a des gens qui viennent, etc. J'expliquais tout à l'heure que c'est une maison témoin, donc, et puis on organise des événements ici régulièrement. Donc oui, je pense que je pense faire ma part du boulot, ouais. Mais voilà, je pense qu'on peut tous être acteurs à notre niveau, dans notre environnement et rayonner tout ça dans un petit périmètre. Et si on est nombreux et de plus en plus nombreux à faire ça, et c'est le cas, eh bien tout doucement, ça va amener peut-être une évolution des consciences. Une autre question qui s'est posée pendant le confinement, c'était notre mode de consommation. Avec la mondialisation, plus aucun pays ne semble autonome. On l'a vu avec les masques, mais aussi avec l'alimentation. La fermeture des frontières nous a forcés à repenser notre système de production mondialisé. Pendant 2 mois, les producteurs agricoles locaux ont vu une nette augmentation de leurs ventes, car certains consommateurs avaient peur de se rendre dans les supermarchés. On a vu se mettre en place, en quelques jours, des drives fermiers, des AMAP temporaires et d'autres nouvelles façons d'acheter des produits locaux et de qualité à prix modéré. Bref, en quelques jours, on avait revu tout notre système de distribution alimentaire, alors qu'on pensait que cela serait impossible dans le monde actuel. Nous, ça nous a ouvert les yeux. Ce virus, c'était un symptôme qui découlait de notre mode de production qui détruisait les écosystèmes. En empiétant sur des zones de vie de nombreux animaux, l'homme s'expose à de nouveaux pathogènes portés par ceux-ci. Cela a démontré encore une fois qu'on avait besoin d'une agriculture viable, économiquement et écologiquement. Mais est-ce que cela est possible ? Pour avoir des éléments de réponse, direction Vendières, entre Metz et Nancy, plus précisément au Moulin de la Tuile, un écolieu qui, entre autres, accueille des formations autour du thème de la nature et du vivant. Et ça tombait bien, ce jour-là avait lieu une initiation à la permaculture. Mais qu'est-ce que la permaculture ? La permaculture, c'est plus qu'une technique de jardinage, beaucoup plus, ça va au-delà. C'est une philosophie de vie, c'est un moyen de connecter les ressources qui nous entourent, d'être raisonnable dans son environnement et de gérer, faire un minimum d'efforts pour avoir une production maximale, mais c'est surtout prendre soin des hommes, prendre soin de la terre et partager ses ressources et prendre soin des vivants autour de nous, de tous les êtres vivants. Alors, une définition rapide sur ce qu'est la permaculture, c'est l'art de créer des écosystèmes humains durables. Mais pour moi, c'est plus vaste que ça, c'est qu'elle permet à nouveau de rêver. Ça fait partie des points centraux en permaculture, on insiste beaucoup sur le rêve. Voilà, et donc on fait à nouveau appel à notre imagination, à notre capacité d'observation et après à notre capacité de faire. Et je trouve qu'on est dans une société où trop souvent on reste dans l'imaginaire et plutôt l'intellect
Et on a oublié que des rêves, ça se matérialise, ça se concrétise. Et la permaculture permet aussi à petite échelle de matérialiser ces rêves. Et ça, c'est un point important. On va prendre en compte tout le système et toutes les interconnexions. On va penser le vent, on va penser la pluie, on va penser les animaux, les êtres qui sont sur le lieu et quels sont leurs désirs, leur temps qu'ils ont à consacrer à un potager ou à un territoire. Il va y avoir penser des zones aussi. Plus on est proche de la maison, plus ce sera les endroits où on ira très souvent. Enfin, c'est finalement de la réflexion à base d'observation et aussi de comment on vit au quotidien. Donc c'est s'adapter à un environnement qui est toujours différent d'un endroit à l'autre. Les avantages sont nombreux. C'est d'abord quelque chose qui va prendre soin de l'humain parce qu'on est dans une société où je crois que tout le monde s'en rend compte aujourd'hui, de plus en plus, qui est délétère, qui est destructrice. On détruit les sols à cause de l'agriculture traditionnelle. On a grillé nos sols, la biodiversité s'effondre à grands pas. Donc on est à l'aube d'une ère qui va être très difficile. Et je crois que la permaculture, c'est un des outils majeurs aujourd'hui pour pouvoir se préparer à ce qui s'annonce. Les freins, c'est, je pense, de considérer que c'est la seule et unique solution. Donc je pense que la permaculture, elle le fait plutôt bien, doit être humble, voilà. Elle propose en tout cas une manière de lire un paysage, une manière de travailler avec le vivant. Donc ça, je pense que c'est une vraie solution d'avenir dans un monde à énergie contrainte, voire décroissante. Comme elle s'inspire beaucoup des sagesses anciennes et que nos anciens n'avaient pas accès à une énergie pléthorique, forcément ils ont développé des solutions optimales et intelligentes. Donc on est aussi tout aussi intelligent qu'eux, donc on peut les adapter à notre époque bien entendu, mais ils avaient une vraie expérience dans ce domaine-là et on doit à mon avis la réutiliser. La permaculture, c'est une des disciplines qui est importante, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut apprendre tout ce qui nous entoure. Il faut apprendre comment ça fonctionne, les arbres, les abeilles. Il faut apprendre aussi comment protéger les sols. Donc c'est un ensemble de compétences pour pouvoir, à la fin du pouvoir faire notre nourriture. Parce qu'on aura beau faire un très beau potager avec des très belles techniques. Si vous n'avez plus de pollinisateurs dans votre jardin, si vous n'avez plus d'arbres pour faire de l'ombre, si vous n'avez plus de haies pour empêcher le vent de balayer vos plants, ça ne va pas le faire. Donc il y a énormément de connaissances à acquérir. Après, la permaculture, c'est sur des très grandes échelles. Il y a des expériences qui se sont faites sur des centaines d'hectares. Donc là, on n'est pas sur un jardin potager, on est sur des centaines d'hectares et ça fonctionne, puisqu'on raisonne écosystème. Voilà. Et puis vous avez un mouvement beaucoup plus connu qui s'appelle les villes en transition, qui a été fondé par un ancien permaculteur et qui là résonne sur des échelles beaucoup plus vastes, des échelles urbaines, où il va essayer de raisonner sur ce qui fait le cœur de la permaculture, c'est les connexions, les échanges, l'énergie, l'optimisation de l'échange d'énergie. Et ça, vous pouvez l'appliquer à tout. Au vivant, au travail, à vos relations, vraiment à tous les domaines. Alors, je viens de lire un article qui dit qu'on a prouvé que la productivité en permaculture, avec des techniques permaculturelles, était satisfaisante. Elle dépasse les espoirs de certains et des craintes de certains critiques. C'est-à-dire qu'on a beaucoup dit qu'on ne pourra jamais nourrir toute la population planétaire en permaculture. En revanche, si on pense qu'aujourd'hui les potagers urbains sont en explosion, tout le monde veut créer sa nourriture, en tout cas apprendre, faire des expériences, on peut faire des erreurs, on a encore des supermarchés ouverts. Mais je pense que demain, dans 10 ans, si tout le monde a une parcelle de 500 mètres carrés chez lui, 200, 50, on peut complètement imaginer que ça soit une solution viable. En tout cas, il y a des statistiques aujourd'hui qui disent que c'est beaucoup plus satisfaisant que ce qu'on craignait. Et puis l'agriculture industrielle, elle est de moins en moins rentable et elle coûte de plus en plus d'énergie. Donc on ne peut plus se permettre une agriculture destructrice aussi peu rentable. Donc de toute façon, il va falloir qu'on invente quelque chose. Alors mon rêve personnel, si un jour nous pouvions avoir un ministre de l'Agriculture qui serait permaculteur, je pense que je serais beaucoup plus optimiste sur notre capacité à gérer les défis qui viennent, parce qu'on serait vraiment dans une notion
à la fois de partage et d'optimisation de la ressource. Voilà. Et on rentre dans un monde où là-dessus, ça va être de plus en plus compliqué. Et il est important qu'à nouveau, on repartage les savoirs, qu'on repartage les compétences, et surtout dans un but d'augmenter, on va dire, la diversité des écosystèmes pour qu'ils résistent aux changements climatiques qui vont arriver. Et là, la permaculture offre de vraies solutions, qui en plus ont été testées pendant de nombreuses années dans différentes régions du monde. Donc maintenant, on a un panel, on va dire, d'expériences réussies qui est considérable. Donc on ne peut pas dire ça ne fonctionne pas. Voilà. On peut aller voir ce qui fonctionne, on peut s'en inspirer et on peut les transplanter ici. Et en France, on a tellement d'écosystèmes variés qu'on a des vrais atouts pour le faire. Et on a aussi historiquement eu toujours des compétences en matière d'ingénierie et de planification sur le temps long qui sont des vraies compétences, je pense, au niveau français et qui pourraient tout à fait être mobilisées en permaculture pour réaménager des choses sur de très grandes échelles. On en est tout à fait capable, on a toutes les compétences, il manque juste une volonté à l'échelle plus globale pour le faire. Donc ce qui me rend aussi optimiste pour ce qui va nous arriver, mais il faut qu'on s'y mette. S'y mettre. Ne serait-ce pas ce qui nous manquait jusqu'ici ? Gouvernement, citoyens, associations, ONG. Et si on s'y mettait tous, dès maintenant, à notre échelle ? En ce début de XXIe siècle, les exemples de catastrophes environnementales ne manquent pas. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas, que nous n'y croyions pas, que nous ne pouvions rien faire. Pire encore, que ça ne nous concernait pas. Nous avons 20 ans en 2020 et avons déjà assisté à tant de catastrophes. On ne demande qu'une chose, pouvoir rêver, nous projeter, faire vivre la flamme qui vient de naître en nous. À bien des égards, notre génération est privilégiée. Mais à quoi tout cela nous servira-t-il si notre planète s'effondre ?